Voilà, c'est parti, on enregistre. Est-ce que tout le monde m'entend? Non, mais vous, je sais. Incroyable. Ok. Donc, je crois que je vais commencer, mais je n'avais pas été jusqu'au bout. La semaine dernière, on avait un petit peu parlé de la parashat Lech Lecha et on avait évoqué quelque chose de très surprenant. C'est qu'Avraham Avinu, c'est le pilier de la Emouna. Pendant 75 ans, il est dans l'idolâtrie la plus totale et puis il vit dans un... C'est pas comme vous et moi. Hein. Avraham Avinu, il n'a pas été à Otsara Torah. Il n'a pas eu d'école juive. Il n'a même pas eu des parents qui l'éduquent dans le Derech Hashem. Rien. Il s'est débrouillé tout seul. Et un jour, il découvre Akadosh Baruch Hu par son cheminement personnel. Très bien. Et Hashem lui dit, tu sais quoi, ici, tu ne peux pas rester. Lech lecha. Rashi dit, letovatra ou l'hanaatecha. Je te demande de partir, c'est pour ton bien. Ah, quelqu'un qui me veut du bien, donc je pars. Très bien. Et qu'est-ce que je vais avoir là-bas? Tout ce que tu n'as pas ici. La richesse. Il est parti, il n'avait rien, hein, sans le sou. Hein. Des enfants. Il est parti, il n'avait pas d'enfants. Une descendance nombreuse. Il n'avait rien. Que des belles promesses. Très bien. Il arrive. J'arrive en Israël. Hachem m'a dit, cette terre-là, pour l'instant, elle n'est pas à moi, mais mes enfants vont la récupérer. Mais en attendant, tout marchait comme sur des roulettes. Il arrive, il n'y a rien à manger. Mais c'est pas, vous allez, c'est le confinement et ils ont dévalisé les rayons au supermarché. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien. Rien à manger. La famine, tu ne peux pas rester. Si tu restes là-bas, tu meurs. Il y a un problème. Hachem, tu me dis, va pour mon bien, et je vais avoir, et je vais avoir, et je vais avoir. J'arrive, il n'y a rien. Il n'y a même pas de quoi manger. Je ne parle pas des enfants, ça prend du temps à venir les enfants, mais au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Très bien. Alors, il se renseigne, où est-ce qu'on peut manger? Il y a l'Égypte. L'Égypte, ils n'ont pas de famille. Bon, alors, on y va. Prends la direction de l'Égypte. C'est pas tu prends un billet d'avion, tu fais un Tel Aviv Le Caire. Hein. Il n'y a pas, hein. C'est les chameaux, c'est les ânes, et tu y vas. Il arrive en Égypte et il se renseigne un peu, il ne connaît pas. Hein. Il faut imaginer qu'Abraham, il n'avait pas de cartographie, il n'avait pas de... Je ne savais pas, je ne connais pas. On m'a dit que l'Égypte, c'est tout droit, je vais en Égypte. On m'a dit qu'il y a à manger, je vais y aller à manger. Il commence à arriver aux abords, c'est marqué comme ça. Vous voyez qu'il crave. Ça, quand il a vu, vous savez, le fameux Midrash, là, il a vu le reflet de sa femme. Et c'est là qu'il a vu qu'elle était belle. Dans le même passouk, c'est marqué, ça s'est produit au moment où il était à l'approche de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il s'est rendu compte de ça à l'approche de l'Égypte? Non, parce qu'il a vu un petit peu quel type de gens il allait côtoyer. Des moches et des noirs. Quand je dis des noirs, c'est pas raciste. C'est des gens... Comment? Non, Rachid dit comme ça. Ça veut dire des gens sombres. Et en plus, sans aucune morale. Et sa femme, Sarah, comme je vous ai dit, je crois, la semaine dernière, où j'ai déjà dit, elle fait partie du top 4 des 4 plus belles femmes que l'humanité a connues. Sarah fait partie des 4 plus belles femmes que l'humanité a jamais connues et ne connaîtra jamais. Hein. Il y aura peut-être la 5e, la 6e, la 7e. Avec plaisir, elle mange, elle écoute un Dvar Torah, c'est magnifique. Bonjour mademoiselle. Allons-y, vous avez 2 pour le prix d'un, le repas et le Dvar Torah. Ça va, moi ça ne me dérange pas. Il y a encore des filles qui vont arriver. Ok. C'est pas grave, ça vous gêne pas? Pas du tout. Bon, ça les fait écouter. Bah oui, ça nous fait, j'ai dit 2 pour le prix d'un. Voilà. Et c'était qui les 3 autres plus belles femmes? Abigail. Qui était Abigail? Ok. Et Rahav, qui a sauvé Yoshua. Rahav. Et Sarah était pas belle aussi? Esther? On a dit Sarah. Non. Esther. Esther. Voilà, vous avez les 4. Comme ça, vous savez les points de repère. Donc Sarah, une femme absolument d'une beauté incroyable. Et il dit, on va dans un pays où les gens sont moches, ils sont dépravés. La première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est peut-être me tuer et te prendre à toi.
Il ne savait pas qu'elle atterrirait chez le roi. Hein. J'ai dit, bon, ils sont sans aucune morale, donc ils risquent de me tuer. Dis que tu es ma sœur. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Hein. Ma sœur, et alors quoi? Elle était ma sœur, donc tu sauves ta peau et tu condamnes ta femme. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Il y a 10 000 réponses, mais ce n'est pas le but. Bonjour, mademoiselle. Il arrive, dès la douane déjà. Monsieur, parce qu'il a mis sa femme dans une malle, hein, faut le savoir. Et qu'est-ce que tu as dans la... faut payer la taxe, là, quand on passe la frontière. Il y a la taxe douanière. Eh bien, il faut... Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai des lupins. Vous savez ce que sont les lupins? Bon, c'est des espèces de fèves, ceux qui connaissent. Allez, rapidement. Vous voyez? Ok. Bon, bref, il y a une conversation douanière qui s'installe avec les douaniers. Il ne le croit pas. Il dit, tu te moques de nous, ouvre-nous la malle. Il voit cette femme absolument somptueuse qui s'appelle Sarah. Et ils tombent tous à la renverse. Il dit, on n'a jamais vu une femme comme ça. Il dit, maintenant, non seulement on va la prendre, mais il y a une seule personne qui peut se marier avec cette femme. C'est le roi. Tellement elle est belle, il n'y a que Paro qui peut se marier avec cette femme. Alors, on replace encore les choses dans leur contexte. Tu me dis, Lech Lecha, pars pour toi, pour ton bien. Je vais te donner des richesses, je vais te donner des enfants, je vais te donner tout ce que tu n'as pas ici. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Il arrive. Ah oui, parce qu'il y a les deux. Il y a celles qui veulent écouter, celles qui veulent manger. Il arrive, rien à manger, il est obligé de partir en Égypte et on prend sa femme. Et là, mettez-vous à la place d'Abraham Avinu, 3 secondes. Ribono shel olam. Toutes les promesses que tu m'as faites, là pour l'instant, je ne vois rien, mais non seulement je ne vois rien, mais c'est la cata. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien de ce que tu m'as promis qui s'est réalisé maintenant. Si on s'arrête là, on dit, allez, on laisse tomber, d'accord, tout ça c'est des contes de fées, ça ne sert à rien. Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lech Lecha, tout ce que je vais te demander de faire, c'est pour ton bien, et tu vas voir, ça va être extraordinaire. Il va falloir attendre beaucoup. Il va falloir attendre, vous savez quand? Yosef. Pour comprendre pourquoi Abraham a dû passer par tout ce chemin. La famine qui le conduit en Égypte, une belle femme, kidnappée chez Paro. Vous savez ce qui va se passer chez Paro? Il ne va pas la toucher, mais elle va avoir l'emprise sur un malach Gabriel qui, à chaque fois qu'elle va lui dire, dès qu'il commence à poser une main, tape-le, et il prend des claques, il prend des coups, il prend des maladies, il prend. Yosef va se retrouver bien des générations plus tard en prison. Vous savez très bien. Ok? Avec l'histoire de la femme de Potiphar. Il va interpréter les rêves du Sarah Mashkim et du Sarah Ophim. Il va lui dire, c'est super, dans 3 jours tu sors et de nouveau tu vas servir le vin dans la coupe du roi. Et l'autre, celui qui fabriquait le pain, très content, il interprète son rêve, il dit, toi c'est une autre histoire, dans 3 jours tu sors mais t'es pendu. Et ils sortent tous les deux, il retrouve son boulot à la cour du roi et l'autre il est pendu. Et vous savez très bien que Paro un jour va se réveiller, va faire des rêves qui vont beaucoup le perturber. Et là, il va se rappeler, le Sarah Mashkim, il dit Hatta ayani mazkir hayom. Aïe, je me souviens de ma faute. Le juif là qui était en prison, qui était Freud avant l'heure, qui interprète les rêves, il m'a fait une promesse, il m'a dit dès que tu sors, rappelle-toi de moi. Et ça fait 2 ans que je suis sorti, je l'ai oublié. Et il dit je connais quelqu'un qui est en prison, il est extraordinaire pour interpréter les rêves. Et il dit, il a cette phrase, il dit, il est juif et il est esclave. Ces doubles mentions le rend totalement inapte à quelque forme de noblesse que ce soit. Yosef va sortir, il va interpréter admirablement les rêves de Paro. Paro, il va dire, waouh, quelle sagesse. Mais j'ai besoin d'un homme comme ça, moi, à la cour du roi. Et là, on lui dit, hop.
Quel poste vous lui proposez? Second, vice-roi. Et on lui dit, mais c'est marqué dans la constitution égyptienne que ne peut accéder à ce genre de poste seulement une personne qui a du sang royal. Or, lui, il est juif et il est esclave. Et là, Yosef, il entend ça, il dit, attendez, j'ai peut-être la solution à votre problème. Il dit, j'ai du sang royal. Ah ouais? Prouve-le. Il dit, mon arrière-grand-mère, Sarah, est devenue reine d'Égypte. C'est vrai, hein, pas un très long moment. D'ailleurs, on ne sait pas très bien combien elle est restée avec Paro. Donc, Paro, il s'est marié avec Sarah. Il l'a pris comme femme. Donc, à ce titre, elle est devenue reine. Reine d'Égypte. Et vous savez, dans tous les palais royaux, on fait toujours des tableaux avec des dynasties. Le roi un tel, Louis XVI, Louis-Philippe, Philippe le Bel, etc. Et il dit, regarde, dans ton palais, tu vas trouver un tableau qui date d'il n'y a pas très longtemps, avec le portrait de mon arrière-grand-mère, et tu verras la ressemblance, je suis son arrière-petit-fils. Il vérifie, et effectivement, il y a un portrait de Sarah Imenou dans le palais royal, et il dit, il est l'arrière-petit-fils de Sarah, reine d'Égypte. Et donc on dit, il a du sang royal, et à partir de cet petit incident, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir vice-roi, il va nourrir l'Égypte, il va faire descendre son père, il va faire descendre ses frères, il va y avoir l'esclavage, la sortie d'Égypte, don de la Torah, entrée en Eretz Israël. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait intervenir les événements de l'histoire. Le Lech Lecha de Abraham Avinu, Abraham, s'il manque de Emouna, il dit, on se moque de moi. Tu me dis pas, je vais devenir riche, mais il n'y a rien de tout ce que tu m'as promis. Et en réalité, il fallait qu'il passe par là pour que finalement, cette promesse elle s'accomplisse. Maintenant, je vais vous parler de toute autre chose. Je vais prendre un verbe dans la paracha de cette semaine qui est le verbe introducteur de la paracha, qui est, allez les jeunes filles qui sont fortes dans paracha de Shavua, paracha de la semaine, elle s'appelle, bravo, Vayera. Vayera elav Hashem be'elonim amre, Hashem il s'est dévoilé, il s'est manifesté à Abraham, Ve'hu yoshev petach haoel kechom hayom, et vous connaissez très bien le début de la paracha. Il est assis à l'entrée de la tente et il fait une chaleur caniculaire. Vous connaissez les Midrashim. C'était le 3e jour de sa Brit Mila. Hachem ne voulait pas qu'il se fatigue, tellement il était attentif à la mitzvah de Achnasat Orchim. Qu'est-ce que je m'en fiche, 3e jour? 3e jour de la Mila, c'est le moment le plus crucial, le plus difficile pour quelqu'un qui a fait la Brit. Un bébé, le 3e jour de sa Brit Mila, c'est là où c'est le plus dangereux. C'est là où il peut y avoir une infection, un truc grave. Et c'est là où la douleur est la plus forte. Et c'est exactement ce jour-là où Abraham, il était dehors et il attend les invités. Vaïssa Enav. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il lève les yeux. Vaïar. Et il voit. Première occurrence du verbe, Vaïar, il voit. Il voit quoi? Veine shlosha anashim nitzavim alav. Voilà 3 hommes qui sont debout devant lui. En fait, Hachem, il les a envoyés juste pour lui faire plaisir, qu'il se calme. Il ne voulait pas rentrer chez lui. Il ne voulait pas le fatiguer. Vous connaissez le Baal HaTurim? Le Baal HaTurim, c'est un commentateur de la Torah, mais qui utilise beaucoup ou les valeurs numériques, ou alors les associations de mots. Et il dit, Veine shlosha anashim, si vous calculez la valeur numérique de ces 3 mots, vous obtenez exactement la valeur numérique de Michael, Gabriel, Raphaël. Incroyable, hein, la coïncidence. Shlosha Anashim, moi je vois 3 hommes. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous pouvez voir 3 hommes. Mais quelqu'un qui voit et qui regarde bien, il ne verra pas 3 hommes. Il verra 3 malachim. Ou alors, s'il regarde mal, il verra quoi? 3 marchands arabes. Puisqu'ils avaient une allure de marchands arabes. C'est ce que va nous dire Rashi. Où tu vois 3 marchands arabes, il y a premier regard. Au premier regard, je vois quoi? Je vois quelque chose. Et si vous faites attention, dans le même passouk, c'est marqué Vayar, Vayarotz likrata mi petach haoel vaishtahu aretza. Ça vous a pas choqué? Je redis pour les élèves que quand elles ont la bouche pleine, elles n'entendent plus. Vaïssa enav, il a regardé, Vayar, et il a vu. Veine shlosha anashim, nitzavim alav, voilà 3 hommes debout devant lui. Vayar, et il a vu,
Vayarotz likratam. Vayar, vayar. Je dis, je ne suis pas idiot. J'ai compris qu'il a vu. Pourquoi tu me répètes vayar, vayar? Rashi, qui connaît Rashi? Personne? Personne? Eh bien, Rashi, ça l'embête autant que moi. Ça me rassure. Rashi dit vayar, vayar. Je ne suis pas idiot. Qu'est-ce que tu me répètes 2 fois les mêmes choses? Shne pe'amim. 2 fois. Arishon kemashmaro. La première occurrence de vayar, il a vu, il voit. Kemashmaro, ça veut dire le sens littéral. Ben oui, quand vous regardez quelque chose, vous voyez. Ok? Là, si je regarde ici, je vois des livres. Ok, premier regard, j'ai vu des livres. Ve'asheni, et la deuxième occurrence de vayar, lashon havana. C'est un langage de compréhension. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est absolument extraordinaire. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous regardez quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez chez lui? Vous voyez juste quelqu'un, ouais, je fais une description factuelle, ou alors vous êtes capable, avec un deuxième regard, de voir quelque chose d'autre. Comme c'est Malachim, c'est le commentateur, le Baal HaTurim qui nous dit Ve'ine shlosha anashim, calcule la valeur numérique et tu obtiendras qui se cache derrière ces 3 personnes apparemment vêtues comme des marchands arabes. C'est des malachim. C'est Michael, Gabriel et Raphaël. C'est pas n'importe qui. De la même manière, nous, quand on regarde quelqu'un, qu'est-ce qu'on regarde chez lui? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on voit chez lui? Je vais vous raconter 2 histoires, si j'ai le temps. La première histoire, une histoire vraie, ça se passe aux États-Unis. Et c'est un peu comme ici, finalement. Il y a des écoles où on ne se casse pas trop la tête avec les élèves en difficulté, ou les élèves qui posent problème, ou les élèves qui viennent d'un environnement qui n'est pas comme le nôtre. D'accord? On dit, oh là là, ça va être embêtant, elle va nous pourrir la classe. Et donc, cette jeune fille est une fille de seconde, et elle a fait une grosse bêtise. Elle a fait une très grosse bêtise en seconde. Et le directeur, il n'a pas réfléchi longtemps, et il l'a renvoyée. Mais vraiment une grosse bêtise. Et quand vous n'avez plus d'école, vous cherchez une autre école. Et donc, elle a cherché une autre école, et au Hachem. Il y a des écoles où on se consacre uniquement à éduquer l'élite, il n'y a pas beaucoup de mérite. Il y a des écoles où on se consacre à aussi essayer de rapprocher les gens qui sont loin et les ramener et voir chez eux plus que ce que je peux voir en superficie. Et cette jeune fille, Baruch Hashem, pour cette deuxième école qu'elle a trouvée, c'est ce qu'on appelle une success story. C'est-à-dire, si l'école peut se vanter d'avoir réussi quelque chose avec une élève, elle la cite en exemple. Non seulement elle a réussi sa scolarité. Alors, quand je vous parle, c'est aucune élève à laquelle vous êtes confronté ici. Hein. C'est les piercings, les jupes courtes, je ne vous raconte pas. L'horreur, quoi. Les fréquentations, les garçons, les filles, les trucs, les endroits où il ne faut pas aller. Oui, tout ça. Et dans cette deuxième école, elle a été bien guidée. Et bon, Hachem, elle est revenue, elle a fait tchouva, Shabbat, cache-route, s'est mariée, couvre la tête, des petits-enfants avec les péotes, la kippa. Et elle se promène en ville, plusieurs années plus tard. Et elle rencontre son ancien directeur qui l'a renvoyé. Elle lui dit « Bonjour, vous vous rappelez de moi ?» Ah, moi, il dit « Non, je ne peux pas me rappeler de vous, je n'ai pas l'habitude de regarder les jeunes filles. » Non, mais je vais vous dire, j'étais élève dans votre école. Ah oui? Et comment tu t'appelles? Et bon, il faut inventer un nom, hein, je ne sais pas moi. Myriam Benchetrit. Il n'y a pas de Myriam Benchetrit ici? Ça va? Myriam Benchetrit. Et là, tout d'un coup, ça lui revient. Et il la regarde et lui dit « Tu n'es pas Myriam Benchetrit. » Il dit « Si. » Il dit « Non, tu n'es pas Myriam Benchetrit. » Il dit « Mais si, je vous assure, c'est moi. J'ai été dans votre école il y a 10 ans. » Il lui dit « Non. » Ah oui, ça me revient. On a eu… Ah non, tu es la sœur de Myriam Benchetrit.
tu as une grande sœur qui était chez nous, Baruch Hashem, c'est une fille extraordinaire, Yocheved. Tu es Yocheved Ben Chetrit. Il dit, non, ça c'est ma grande sœur. Moi, je suis Myriam Ben Chetrit. Et lui, c'est pas possible. Il a tourné les talons, il est parti. Ça veut dire, lui déjà, dans un premier temps, il n'a pas vu le potentiel qui pouvait être caché chez quelqu'un qui apparemment se comporte pas comme il faut. Et même une fois qu'il est devant la réalité, il n'est même pas capable de la reconnaître. Même une fois qu'il est devant cette réalité, il peut dire, bon, je me suis trompé. Même moi, je peux faire une erreur. C'est pas grave. On va retrouver dans une autre paracha le même terme. Vous savez, Yosef, plus tard, Yosef, il avait quel âge quand ses frères l'ont vendu? 17 ans, bravo. Donc, il était jeune. Quand ses frères vont le retrouver, il avait quel âge? 30 ans, bravo. Donc, 22, 23 ans plus tard, c'est beaucoup. Et lorsqu'il va y avoir cette première rencontre entre Yosef et ses frères, c'est marqué « Vayar Yosef ». Yosef les a vus. C'est intéressant, hein? Vayar, c'est la paracha qu'on a vue cette semaine. Vayar Yosef etecha vayakirem. Lui, il a vu ses frères, il les a reconnus. Il les a vus, il a porté le bon regard sur ses frères et il les a reconnus. Vaitnaker alehem vaidaber itam kashot veomer alehem main batem. Vayaker Yosef, Yosef les a reconnus. Vehem lo hikiru. Mais lui, eux en revanche, ne l'ont pas reconnu. Alors ceux qui sont familiers avec Rashi, ils connaissent la réponse. Pourquoi lui les a reconnus? Lui, il ne s'est jamais détaché d'eux, même s'il a été séparé d'eux pendant 22 ans. Mais eux, ils se sont détachés de lui et il a été absent du domicile familial pendant 22 ans. Et que nous dit Rashi? Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu, vous savez? Vous savez ou pas? Hein? Ok. Tu as un frère? Oui, quand je lui change ses vêtements, tu ne le reconnais plus? Bah alors. Ah, très bien. Qui a dit? Rashi, il dit, à 17 ans, il était imberbe. Et à 30, au Hachem, il avait laissé pousser sa barbe. Il avait une grande barbe. Il y a un grand problème avec cette explication de Rashi. On dit que Yosef, c'est le portrait craché de son père Yaakov. On est d'accord? Quand Yosef était chez son père, Yosef n'avait pas de barbe. Et pourtant, il ressemblait beaucoup à son père. Yaakov avait une grande barbe? Évidemment. Donc Yosef, sans barbe, ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. 22 ans après, Yosef, avec la barbe, vous ne pensez pas qu'il ressemble encore plus à son père? Donc quand les frères de Yosef, ils voient Yosef, ils doivent voir quoi? Leur père! Ils disent, bon, Shalom, incroyable. Et Rashi, et la Torah nous dit, lui, il les a reconnus et eux ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi? C'est extraordinaire. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Ça veut dire que c'est pas qu'ils l'ont pas reconnu. Comme ce directeur d'école, Yosef, comme ça, à cet endroit, par rapport au Yosef que nous avons connu, c'est pas possible. Un d'avoir casé. Très bien, un bon point pour Madame Seban. Connaissant Yosef, et surtout avec l'impression qu'ils avaient de connaître leur frère, quand ils sont partis le chercher en Égypte, où sont-ils allés le chercher? Dans les endroits les plus improbables et les plus impurs d'Égypte, dans les bas-fonds, là où il y a des femmes. Donc c'était ça l'idée qu'ils avaient de Yosef. Donc quand ils ont vu Yosef comme ça, vice-roi, sa grande barbe et cette noblesse, ils ont dit, c'est pas possible. On ne peut pas le reconnaître. Je vais terminer. Il y a encore un autre, mais je vais quand même le citer. Un autre passouk dans la Torah, on voit la même idée. C'est marqué, bien avant cet épisode-là, Yosef va aller à la rencontre de ses frères. Son père va l'envoyer à la rencontre. Il dit, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, va voir. Et lui, il s'est douté de rien, il est parti. Et son frère l'ont vu de loin.
Ils ont dit, Hine ba'al halamot, voilà le rêveur. Et là, le plan, il commence à venir. On va l'attraper, on va le tuer, on va le vendre, on va se débarrasser de lui. Que dit la Torah? Elle dit, Vayir'u oto merachok. Encore Vayar. Ils ont vu leur frère, mais d'où? Merachok. Ils l'ont vu de loin. Uveterem yikrav alehem. Avant même qu'il ait la chance de pouvoir s'approcher. Regardez comment le verset de la Torah il est extraordinaire. Ça veut dire que le regard qu'ils ont porté sur leur frère était un regard lointain. Quand tu regardes un juif de loin, alors tu te trompes sur ce qu'il est. Quand vous regardez un juif, il ne faut jamais le regarder de loin et encore moins le regarder de haut. Il faut le regarder de près et quelquefois le vernis, il est épais. Et on ne voit pas très bien la personne et la lueur qui se cache derrière. Et je vais terminer avec cette histoire extraordinaire. L'histoire de l'enfant qui murmurait. Il ne murmurait pas à l'oreille des chevaux, mais il murmurait. C'est un petit élève de 6e. C'est une histoire vraie. Il était à l'école. Et à l'école, ils étaient très inquiets. Le directeur était inquiet. Le professeur de Kodesh était inquiet. Parce qu'il voyait toujours cet enfant murmurer tout seul. Comment ça? Il parle tout seul. Il parle tout seul. Ses camarades se moquent de lui. Ses profs, ils ne comprennent pas cette attitude. Le directeur, il convoque les parents. Voilà, on a un problème. Votre fils, il parle tout seul. Elle dit, oui, c'est curieux, vous me disiez ça, parce qu'il fait ça aussi à la maison. C'est vrai, ça fait 3 mois. On ne sait pas pourquoi, ça fait 3 mois, il parle tout seul. Non, attendez, ça ne peut plus durer, madame. Et ici, tout le monde se moque de lui, c'est la risée de l'école, que c'est pas compliqué. Soit il consulte un médecin, soit on le renvoie. Très bien, on va consulter un médecin. Donc, on prend rendez-vous avec un spécialiste. C'est une dame. Et elle dit, alors voilà, j'entends que tu parles tout seul. Et elle est seule avec lui. Hein. Elle lui dit, écoute, j'aimerais bien que tu me dises, quand tu parles tout seul, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'apparemment, personne ne t'entend. Alors, il dit, écoutez, vous êtes le grand médecin. Moi, je veux bien vous le dire, mais vous ne le répétez à personne. Et ne t'inquiète pas, je suis tenu par le secret médical. Je répéterai ça vraiment à personne. Il dit, voilà, il y a quelques semaines, le professeur de Kodesh, il nous a raconté une histoire extraordinaire, une histoire vraie qui se passe à Bnei Brak. Il y a un couple sans enfants depuis plusieurs années, depuis 10 ans, ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Et la femme, elle n'en peut plus. Elle dit, écoute, va voir le Gadolador, tu vas voir Rabbi Chaim Kanievski, et tu ne vas pas lui demander une bracha, parce que les brachot, on les a demandées à tout le monde, ça n'a pas marché. Tu vas lui demander une haftaha. Une haftaha, ça veut dire une promesse. Des fois, le Gadolador, il fait une bracha, il dit, bracha, c'est toi et ton mérite, quoi. Haftaha, ça veut dire, je te promets, j'ai vu, j'ai la force de dire, tu vas avoir un enfant. L'année prochaine, tu auras un enfant. Alors, Rav Kanievski lui dit, c'est quoi le problème? Que disent les médecins? Regardez la grandeur d'un Gadolador. Elle est longue la sonnerie, hein? Je ne sais pas qui a eu cette idée farfelue de mettre une sonnerie pareille. Il lui répond, les médecins, ils sont formels. Il n'y a aucune solution médicale. Ni venant de moi, ni venant de ma femme. Il lui dit alors, je ne peux pas te faire une haftaha. Pour te faire une haftaha, promettre quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose sur quoi s'appuyer. Mais les médecins, c'est des scientifiques, ils ont exploré, ta femme, toi, les deux, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Il dit par contre, tu vas faire quelque chose. Essaie de te trouver dans une situation où tu vois quelqu'un qui est humilié et qu'il ne répond pas. Il est humilié en public et il ne répond pas. À cet instant, tu vas voir cette personne et tu lui dis « Fais-moi une bracha que j'ai un enfant ». Alors, le principe, c'est quoi? Parce que vous avez déjà entendu cette histoire, mais c'est quoi le principe? C'est Mida keneged Mida. Toi, tu veux que je casse le Teva. La nature, elle a décidé, c'est comme Abraham et Sarah.
La nature, elle avait décidé que d'après les éléments naturels, lui et elle ne pouvaient pas avoir d'enfant. Donc il faut briser la nature. Quelqu'un qui est humilié en public et qui ne répond pas, il brise sa nature. Parce que la nature, c'est que quand vous êtes humilié, quand on vous vexe, le réflexe normal et humain, c'est quoi? Vous explosez, vous répondez. Donc quelqu'un qui prend sur lui et qui brise sa nature, il a, pendant un laps de temps, la possibilité d'accorder à quelqu'un la faveur de briser la nature. Et lui, c'est de ça dont tu as besoin. Il retourne chez lui, il dit voilà, j'ai vu Rav Chaim Kanievski, alors tu as eu l'aftacha? Il lui dit non. Comment ça? Non, mais il m'a dit voilà. Il m'a dit il faut qu'on se retrouve dans une situation comme ça et on aura un enfant comme ça. Alors, il dit mais on va trouver quelqu'un qui est humilié. On va faire exprès d'humilier les gens, ça t'arrive peut-être jamais dans ta vie. Il dit bon, écoute, le Rav il a dit, on va voir. La femme, elle assiste à un mariage à Bnei Brak, un mariage assez bizarre avec une famille remariée, une belle-mère qui était là, qui n'était pas là, avec qui on ne s'entendait pas. Bref, peu importe. On avait interdit à un des membres proches de la famille de venir, et ce membre proche de la famille est quand même venu au mariage. Et quand on l'a vu là-bas, les beaux-parents, ils ont dit « Il est hors de question que vous restiez là. Avec tout ce que vous avez fait, avec tout ce que vous avez dit, il est hors de question que vous restiez là. Vous allez sortir immédiatement de ce mariage. » Et la femme, elle voit cette scène et elle dit qu'est-ce qu'elle va faire cette dame? Elle va exploser, elle va… Bon, elle est humiliée, elle est rouge de honte et elle baisse la tête et elle s'en va et elle sort et elle quitte la salle. Cette dame qui avait tellement besoin d'avoir un enfant, elle va courir après, l'autre elle a eu peur, elle dit non seulement ils m'ont chassé, mais en plus ils veulent me le frapper. Elle dit non, t'inquiète pas. J'ai vu la scène, j'ai assisté à la scène, ne me demande pas pourquoi. Fais-moi une bracha maintenant que l'année prochaine, j'aurai un enfant. Alors, elle est tellement dépitée, la prof, elle a dit, dans un an, à pareille époque, tu auras un garçon. Ça, c'est l'histoire que le Moré, il a raconté à l'enfant. Et un an après, ils ont eu un garçon. Et le Sandak, c'était Rav Kanievski. Et l'enfant, il a été très touché par cette histoire. Et il raconte ça au docteur. Et depuis que j'ai entendu cette histoire, il dit, le Moré, chaque jour, il écrit la liste des gens qui sont malades. Et moi, je les mémorise, je les apprends par cœur et je les répète. Je les répète l'un derrière l'autre à voix basse. Et je sais que tout le monde va se moquer de moi. Et comme ils se moquent de moi et je suis humilié, je sais qu'à travers ça, ces gens, ils vont guérir. Même moi, j'ai la chair de poule quand je le dis. Et donc, regardez, pourquoi je vous raconte ça? On va terminer avec ça. Vayar. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué 2 fois Vayar. La première fois, je vois des livres. Ouais, il y a des livres. Alors, il y a des livres partout dans une école. Et la deuxième fois, Rachinu Lachon Havana. Quand on assiste à une scène de manière extérieure, on porte un jugement qui est souvent faux, même sur des personnes. On les voit de loin. Quand on s'approche des gens, on essaie de comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça. Des fois, on découvre des trésors. Ça, c'est le deuxième vaillard qui nous apporte cette Havana dont parle Rashi, qui est une compréhension fine des choses. Mesdemoiselles, quand on regarde un juif, on ne le regarde pas de loin, on ne le regarde pas de haut, on le regarde de près et on découvre des gens extraordinaires. Shavua Tov.